Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de bonnes nouvelles nous venant des États-Unis et le marché crypto répond bien à tout ça. On va aussi parler de plein d'autres actualités. Vraiment, il s'est passé plein de choses ces dernières 24 heures. Je vais vous reparler d'optimisme avec une bonne nouvelle concernant l'optimisme. On va parler de la SEC, d'Elon Musk même qui est attaqué par la SEC et plein d'autres actualités. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Commençons avec le cours de les cours des cryptos. BTC 99 300, on se rapproche encore des 100 000 $, plus 2,56%. Il y a quelques jours, c'était la panique. Et là, c'est bon, regardez, vraiment, on a quasiment atteint les 100 000 $. Alors, c'est pas pareil pour tout le marché crypto. Ether, on est à 3 300, c'est pas mal. On s'éloigne des 3 000 $. Regardez, XRP se rapproche des 3 $. Je sais que c'est quelque chose qui est pas mal d'altcoins qui montent assez fortement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On vient d'avoir les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sont sortis et il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Alors, ça va dépendre comment on regarde les choses. Il y a plusieurs choses qui ont été publiées. Regardez, je vous montre cet article des Échos qui montre en fait une mauvaise nouvelle dans un premier temps, qui dit que les prix à la consommation accélèrent légèrement plus que prévu sur le mois de décembre. En fait, il y a plein de chiffres différents qui ont été publiés. Mais ce que tout le monde retient, c'est les prix à la consommation en dehors de l'alimentation et de l'énergie. Et ben là, il y a eu une légère baisse. Il y a eu une légère baisse sur ce qui vient de sortir. Ou pour être précis, on a plutôt une hausse de 3,2%, alors que ce qui était attendu, c'était une hausse de 3,3%. C'est ce qui était attendu par les analystes, par les spécialistes. Donc ça, c'est très très bien perçu par le marché. L'inflation serait sous contrôle, on se rapproche doucement, mais sûrement des 2% qui est ciblé. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On a vu pas mal de choses qui nous poussaient à croire que le marché de l'emploi était toujours tendu et du coup que l'inflation pourrait augmenter. Ça, c'est vraiment un bon signe et le marché réagit plutôt bien à tout ça. Donc voilà ce qu'il faut retenir, on va dire, de l'aspect macroéconomie. Les chiffres de l'inflation en global, c'est plutôt bien. En fait, c'est conforme aux attentes globalement. Et il y a eu cet aspect qui est vraiment positif. Donc, espérons que ça continue comme ça et du coup que la Fed n'ait pas à retarder sa baisse des taux directeurs, ni même à augmenter sa baisse des taux directeurs. Je vous ai dit comme ce que nous disaient certains analystes de Bank of America hier. Donc voilà pour l'aspect crypto, on va dire variation quotidienne du cours des crypto-monnaies et news associées. Mais il y a plein d'autres choses aujourd'hui qui ont été publiées. On a Hashkey, c'est un groupe spécialisé dans les crypto-monnaies basé à Hong Kong qui a fait un certain nombre de prédictions autour des crypto-monnaies. Il a laissé voter 50 000 personnes sur ces prédictions. Et je vais vous montrer la prédiction numéro 1, celle qui est partagée par 50% de ces personnes. Et ben c'est que le Bitcoin en 2025 va dépasser les 300 000 $. Et que Ethereum devrait dépasser les 8 000 $ et que le marché crypto dans sa globalité va dépasser les 10 000 milliards de dollars alors qu'on est à 3,6, donc un x3, plus de x3 par rapport au cours actuel. Cette prédiction, j'aime bien ce qu'il y a dans cette prédiction, il y a deux termes. Il y a le digital gold, donc pour le Bitcoin, qui est l'or numérique, j'aime bien cette comparaison. Et pour Ethereum, quelque chose que j'ai rarement vu repris plusieurs fois, qui est en fait le terme de digital oil, donc de pétrole numérique, si on peut dire ça. Et ça c'est pas mal parce qu'on a cette séparation, cette distinction entre les deux, l'aspect or dont on a besoin pour valeur refuge sur le long terme, etc. Et l'aspect pétrole qui fait qu'on en a besoin tous les jours, on en a besoin pour faire rouler sa voiture, on en a besoin pour un certain nombre de choses, bon, en dehors des voitures électriques, mais vous m'avez compris, l'idée, l'Ether, c'est on en a besoin pour réaliser des transactions, pour envoyer, pour faire des choses dans la finance décentralisée, pour faire un certain nombre de choses, et c'est un peu l'idée, je pense que ça va être le narratif qui risque d'être poussé pour les institutionnels, c'est facile à comprendre, il y a aussi l'aspect World Computer qui essaie de pousser, mais c'est un peu plus difficile à comprendre, enfin bon, tout ça pour dire, prédiction, BTC, 300 000 $ en 2025, ça serait un x3 par rapport au niveau aujourd'hui. Et après, on a pas mal d'autres prédictions. Je vous laisserai le lien dans la description si vous voulez lire. J'ai déjà fait une vidéo sur un certain nombre de prédictions. Je vais pas faire ça à chaque fois, mais je trouve cette prédiction plutôt pas mal. Ensuite, on a parlé des chiffres de l'inflation. On va revenir sur un sujet assez technique et ensuite on rebasculera sur un certain nombre de choses moins techniques. Hier, je vous avais fait une news sur le layer 2 de Sony, Soneum, qui a été lancé et Sony a blacklisté un certain nombre de meme coins qui utilisaient des propriétés intellectuelles qui leur appartenaient ou qui étaient dans l'écosystème Sony.
Et en fait, ils ont réussi à faire ce blacklisting, c'est-à-dire ce blocage de ces tokens. Il n'était plus possible de les trader. Mais quelques temps après, il y a des personnes qui ont trouvé des solutions pour continuer à trader ces tokens. Et c'est lié en fait à que Sony utilise l'OP-Stack. L'OP-Stack, c'est un ensemble de smart contracts et d'outils mis à disposition par Optimism pour faire tourner des solutions de niveau 2. Je vous ai dit Kraken utilise ça, Coinbase et WorldChain et beaucoup d'autres protocoles utilisent cet OP-Stack. Et en plus de faire partie de l'OP-Stack, on a la Superchain. La Superchain, c'est un ensemble de blockchains qui utilisent l'OP-Stack qui en plus ont une certaine interopérabilité entre elles et on va dire sont gouvernées par Optimism, il y a un partage de revenus entre elles, bref, il y a pas mal de liens entre ces blockchains. Et en fait, il y a un mécanisme dans l'OP-Stack par défaut, c'est-à-dire, et surtout tous ceux qui font partie de la Superchain, ils ont quelque chose qu'on appelle la résistance à la censure, censorship resistance. Ça s'appelle aussi la forced inclusion, donc l'inclusion forcée. C'est-à-dire que même si le séquenceur censure, c'est-à-dire je vous ai dit c'est cette brique qui est extrêmement centralisée actuellement et que Sony a pu utiliser pour censurer les transactions sur les mêmes coins, même si le séquenceur bloque, eh ben on peut forcer l'inclusion de transactions grâce aux smart contracts qui sont déployés sur Ethereum. Et ça c'est assez incroyable, ça montre comment les blockchains Layer 2 peuvent hériter de la sécurité d'Ethereum grâce à cette résistance à la censure en envoyant tout simplement une transaction sur le réseau L1, donc sur Ethereum, et pour faire passer le trade. Donc je vous dis pas que c'est facile à faire, c'est quelque chose d'assez compliqué, il va sûrement y avoir des interfaces très simples pour faire ça, mais il y a des personnes qui ont réussi à faire ça, à forcer l'inclusion de transactions, et Sony n'y peut rien. Alors qu'est-ce que Sony peut faire? Ils peuvent toujours modifier tous les smart contracts pour bloquer vraiment même cette forced inclusion, mais ça fait en fait, selon Mark Tainway, je vous montre là le tweet en fait du cofondateur d'Optimism, qui dit en fait que si jamais Sony allait jusqu'à modifier réellement les smart contracts, etc., il ne ferait plus partie de la Superchain. Il y a des accords entre eux et un certain nombre de choses qui font que ce n'est pas vraiment possible. Donc, il y a une certaine assurance, en fait. Quand vous voyez des blockchains qui sont dans la Superchain, vous avez une certaine assurance comme quoi il y a vraiment un bon niveau de sécurité, il y a un bon niveau de garantie lié au réseau Ethereum. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est sorti comme ça et qu'on a pu tester justement ce mécanisme de forced inclusion, d'inclusion forcée sur les blockchains qui font partie de la Superchain. Ensuite, allez, on va être un peu moins technique, on va parler de la fondation Ton, donc The Open Network, la crypto fortement liée à Telegram. Et ils ont un nouveau président, et ce nouveau président va se concentrer pour développer Ton aux États-Unis. En fait, il voit qu'il y a un changement réglementaire aux États-Unis qui se profile, il voit qu'il y a plein de business à faire potentiellement aux États-Unis, on peut y penser à des ETF, on peut penser à plein de choses, et du coup, il a dit, ça fait partie en fait de son mandat pour la fondation Ton de développer vraiment Ton aux États-Unis. Donc, je pense qu'on va voir plein de choses qui vont se passer prochainement sur Ton aux États-Unis. On en parle un peu moins Ton, mais pour moi il y a pas mal de choses et surtout la force de Ton. On en a déjà parlé, mais Telegram c'est juste incroyable. S'ils arrivent vraiment à pousser cette intégration entre Ton et Telegram de manière vraiment beaucoup plus poussée, ça pourrait vraiment venir faire de la concurrence à des blockchains qui visent le grand public et un fort usage tel que Solana par exemple. Alors, ensuite, je vais vous parler de, en fait, la SEC qui s'attaque à Elon Musk. Donc, on s'éloigne un peu des cryptos. On parle beaucoup de la SEC, on parle beaucoup d'Elon Musk, donc je dis ça pourrait intéresser. Et la SEC porte plainte contre Elon Musk. Pourquoi ? Parce qu'en 2022, quand Elon Musk a commencé à racheter des actions Twitter, donc avant de dépasser le seuil des 5%, il avait le droit de le faire, on va dire, discrètement. Et dès qu'il a dépassé le seuil des 5%, il était censé faire une déclaration sous 10 jours ou 11 jours, sous 10 jours à la SEC ou 11 jours, bref, un nombre de jours très limité, il devait déclarer ça à la SEC. Et lui, il a tardé. Il n'a pas fait ses déclarations à temps, et là, la SEC porte plainte en lui disant, tu n'avais pas le droit de faire ça, tu n'avais pas le droit de racheter discrètement sans le notifier. Et grâce à ça, tu as pu en fait continuer d'acheter des actions Twitter à petit prix parce que tu savais en fait que le fait d'annoncer ce seuil de dépassement de 5%, ça allait faire exploser le prix. Effectivement, ce qui s'est passé le jour où ça a été annoncé, parce qu'il a quand même fait la déclaration 11 jours en retard, le seuil, le cours de Twitter a augmenté de 27%. Donc ils lui réclament, ils ont dit que ça a causé 150 millions de dollars de pertes aux investisseurs Twitter.
Et voilà, on va voir maintenant ce qui va se passer. Est-ce que, avec le changement d'administration qui arrive dans quelques jours, la plainte va être retirée par la SEC? C'est aussi quelque chose de possible, mais dans ce cas-là, on va crier au conflit d'intérêts, parce qu'on sait qu'Elon Musk est très proche de Trump et qui va même faire partie quasiment du gouvernement, enfin avec le Doge. Donc voilà, affaire à suivre. Elon Musk a tweeté en disant que c'est n'importe quoi, que la SEC est une broken organization, donc qui passe leur temps sur des stupidités comme celle-là au lieu de vraiment de s'intéresser à tous les crimes qui sont pas punis. Donc bon, on va voir, mais je pense que ça peut intéresser, ça montre vraiment l'orientation de la SEC actuellement anti-crypto, anti-Elon Musk. Et ensuite, je voulais vous parler de JP Morgan qui annonce en fait que XRP et Solana, c'est deux cryptos qui pourraient avoir leur ETF très bientôt validé. Et ils estiment que ces deux cryptos pourraient attirer jusqu'à 13,6 milliards d'investissements au cours de la première année post-ETF. C'est pas mal, 13,6 milliards. Ils estiment que pour Solana, ça serait en 2,7 et 5,2 milliards. Et pour XRP, ça serait en 4,3 et 8,4 milliards pour les ETF associés à ces cryptos. C'est pas mal, hein. Pour vous donner une idée, c'est bien sûr beaucoup moins que le BTC, hein. BTC, juste l'ETF BlackRock, on est à 50 milliards, 53 milliards, vous pouvez le voir. Et pour les ETF Ether, on est à 3,5 milliards pour BlackRock, et les autres aussi, on est à quelques milliards. Donc c'est déjà comparable en fait à l'Ether. C'est bien sûr pas du tout comparable au Bitcoin, et je pense qu'ils ont raison. Je pense que ça va être à ce niveau-là. D'ici un an, on aura l'Ether aussi qui sera beaucoup plus en termes d'actifs sous gestion dans les ETF. Donc c'est tout à fait réaliste ce type de prédiction, et ça montre qu'il y a quand même un appétit des investisseurs pour ce type de produit, certes bien en dessous que pour le Bitcoin. Et parmi les dernières déclarations avant de quitter la SEC, Gary Gensler vient de dire, écoutez, on n'a jamais dit que Ethereum était security. Mais il n'a pas voulu dire non plus que c'était pas une security. Il a dit, je peux juste vous dire que aucun membre de la SEC n'a dit que Ethereum était une security. Donc voilà, ils veulent pas dire clairement les choses. Ils se donnent la possibilité un jour de dire qu'Ethereum c'est une security. On a vu qu'ils ont pensé à le faire avec le passage en proof of stake. Il a aussi fait des déclarations comme que le Bitcoin c'était vraiment une crypto à part et que voilà, ça pourrait être vraiment quelque chose de similaire à l'or, etc. On sait qu'il apprécie particulièrement le Bitcoin. Je suis toujours surpris d'avoir vu en fait la validation de l'Ether pour les ETF par la SEC. Mais voilà, il s'est passé quelque chose, et de toute façon en 2025, il va se passer beaucoup d'autres choses autour des ETF crypto. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.